Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Nouvelle vidéo sur le mercato, nouvelle vidéo pour vous parler des coureurs sans contrat encore. La saison s'est terminée hier, le 20 octobre. On fera encore un débrief des gris tours de Ganzi. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire encore des débriefs de course là sur cette semaine. Demain, c'est sûr, il y aura une vidéo sur les points UCI. Il y aura Great Tour of Ganzi, on fera le débrief de cette course mais rapidement aussi dans une vidéo, et après je sais pas si je ferai le débrief des courses en Italie parce que j'ai pas eu le temps de les voir, et je ne sais pas si on n'attaquera pas directement la fin de saison. On commencera Il y a une vidéo Pogacar, il y a aussi une vidéo qui est en attente depuis le début d'année sur les ligues fermées dans le cyclisme. Vous savez, il y avait eu une annonce comme ça en février. La vidéo est en attente depuis ce moment-là, et bien je vais peut-être avoir enfin le temps de la faire, de l'enregistrer. Et puis après il y aura les top 10. Il y a bientôt le Vendée Globe qui démarre aussi dans une dizaine de jours, donc le temps de préparer les top 10 ça prend toujours un petit peu de temps. Donc voilà, il y a un petit peu moins de vidéos en ce moment, mais ensuite il y aura le Vendée Globe, il y aura le biathlon, donc il y aura des choses à débriefer sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris pour avoir un contrat pour l'année prochaine. Tiens, le coureur les 2-3 coureurs que vous choisiriez si vous étiez manager d'une équipe. Là, dans la liste des 75 coureurs qui sont sans contrat, alors, sachant que dans ces 75 coureurs sans contrat, bien entendu, vous avez les retraités aussi, qui sont toujours marqués. Et puis, si vous avez les moyens et que vous les soutenez en travail, vous pouvez faire un super flex. Et puis, plus vous cliquez rapidement sur une miniature, sur une notification, si vous avez activé la cloche des notifications, et bien, plus ça me permet bien de mettre en avant les vidéos par rapport à YouTube. C'est comme ça que ça fonctionne. Allez, on regarde tout de suite. Alors, j'ai décidé de trier sur Pro Cycling Stats par le nombre de points marqués sur la saison. Alors, au niveau du classement Pro Cycling Stats, c'est pas au niveau du classement UCI. Pour voir un petit peu quels coureurs ont performé et quels coureurs sont bien classés au classement des points et pourtant n'ont pas trouvé de contrat. Et le premier, dans cette liste, c'est Alex Baudin. Alex Baudin qui est sans contrat pour l'année prochaine, coureur de la Decathlon AG2R. Decathlon AG2R ne peut pas le conserver, ils ont déjà le maximum de coureurs. Alors le problème d'Alex Baudin, bien entendu, c'est le tramadol. On sait très bien qu'il y a des équipes, notamment françaises, qui ne voudront pas de lui pour cette affaire du tramadol qui a eu lieu sur le Giro 2023. Il n'a pas couru pendant 5-6 mois. Il n'avait pas couru du mois de juillet jusqu'au mois de janvier. Donc il a eu une saison écourtée de 3-4 mois, puis ensuite il y a eu la pause. Il a été conservé par Decathlon parce que Decathlon n'avait pas vraiment le choix. Techniquement, il n'avait pas enfreint les règles antidopage vu que le tramadol n'était pas un produit interdit au moment où il l'a utilisé par l'Agence mondiale antidopage, c'était seulement interdit par l'UCI. Ce qui fait qu'il avait été déclassé du Giro, mais qu'il pouvait continuer à courir, comme Nairo Quintana. C'est juste l'équipe qui a décidé de le suspendre. Et depuis, c'est un peu le problème pour Alex Baudin, c'est qu'il n'y a pas de contrat sur la table, et pourtant il y a eu des résultats. 2e du Grand Prix La Marseillaise, 7e de l'Étoile de Bessèges aussi. En fin de saison, il y a eu une 4e place et une 6e place au classement des jeunes sur le Tour d'Italie, 21e du Tour d'Italie, et pendant très longtemps dans le top 10 de cette épreuve. Vainqueur du Tour du Limousin, remportant une étape au programme également. Et puis sur ces Great Tour of Ganzi, 3e, 2e également de la Coppa Bernocchi en Italie, ce qui fait quand même quasiment 1000 points UCI de marqués sur la saison, ce qui est bien meilleur que 2023 et que 2022. Alors le problème de Alex Baudin, encore une fois, c'est ce tramadol. C'est ça qui fait que pour le moment, le coureur français n'a pas été recruté. Après, oui, je ne le vois pas aller chez Groupama, par exemple. Je pense que Groupama ne le choisirait pas. Total Energy aussi, je pense, ne le prendrait pas. Et pour moi, ça serait une erreur en termes de points UCI, mais je pense que pour eux, en termes d'éthique, un coureur qui a été
qui a été pris avec un produit interdit. Pour eux, c'est un coureur qui n'a pas le droit de poursuivre. Donc après, les solutions pour Alex Baudin. Première solution pour moi, c'est Astana. Mais Astana a quand même déjà une dizaine de recrues. Donc est-ce qu'ils ont encore les moyens de recruter quelqu'un? Parce qu'Alex Baudin, un coureur qui a 1000 points UCI, Astana pourrait être intéressé. Dans les formations comme Cofidis également, vous avez une formation. Alors Arkea, ça me semble compliqué parce qu'en ce moment, Clément Champoussin par exemple vient de partir, donc on a plus de départs véritablement que d'arrivées chez Arkea, et on recrute surtout en interne pour le moment dans l'équipe française. Après, tout dépend de ce que demande Alex Baudin en termes de moyens. Est-ce qu'il demande beaucoup d'argent ou peu d'argent? Mais je me dis qu'une équipe comme Astana pourrait être intéressée. Je me dis que d'autres formations pourraient se dire Alex Baudin, ça peut être un coureur intéressant. Et on considère qu'il a fait une erreur, mais que ce n'est pas un coureur qui se dope régulièrement. Bon, ça après, tu sais aussi qu'en termes d'image, c'est pas forcément un avantage. C'est, je pense aussi pour cela que Decathlon, par exemple, ne l'a pas envoyé forcément sur les plus grosses courses du calendrier. Mais ça serait dommageable qu'on le pénalise, je pense, toute sa carrière pour ça. Après, il y a une solution aussi pour Baudin, c'est qu'il est passé par Tudor, à l'époque où l'équipe était en continental. Est-ce que l'équipe suisse ne serait pas intéressée par ses services? Une équipe comme Q36.5, une équipe comme Jaïko Alula, qui a perdu pas mal de coureurs, pourrait être intéressée. Pourquoi pas la Bahreïn aussi, le dopage, ça les emmerde pas normalement. Et puis après, TDT, par exemple, Unibet qui vient de passer équipe française, Bingol qui va se rejoindre, qui va avoir un peu plus de moyens, Bingol va venir Bruxelles pour être des équipes qui pourraient être intéressées. Je rappelle, c'est un coureur qui est quand même assez jeune, 23 ans, Alex Baudin. Moi, je pense que c'est un coureur qui a du potentiel. Bon, après, je peux pas vous dire si dans 2 ou 3 ans, il se fera pas rechoper pour dopage et il sera pas suspendu à vie, mais moi, je crois en la seconde chance. Je me dis que ça serait triste qu'on le pénalise pour du tramadol, mais on n'a pas pénalisé tant que... Enfin, Quintana, on l'a pénalisé 1 an et demi. Lui, il s'est fait quand même quasiment suspendre 6 mois. Quasiment une suspension, enfin de 4-5 mois de course. Bon, est-ce que ça vaut plus que ça, le tramadol? Ça, c'est la grande question. Au niveau barème. Mais je comprends aussi que certaines équipes ne veulent pas le recruter pour cette raison-là. Mais je me dis, bon, c'est un coureur quand même qui a apporté 1000 points à sa formation cette année. Dans une situation où je pense qu'il n'était pas forcément le bienvenu. Donc il a dû se battre. Je pense que c'est un coureur qui a une force mentale, qui me semble pas mauvais. Alors oui, t'en feras pas forcément un mec qui va gagner les générales d'un grand tour. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'équipes qui cracheraient pas sur 1000 points UCI. Notamment des équipes françaises. Donc qui pourraient être intéressées par ce coureur-là. Mais ça me ferait chier qu'il reparte en continental. Donc je pense qu'il a le niveau pour être en deuxième division largement. Et qu'il a le niveau même pour être dans des équipes en World Tour. Bon, après, il faut voir qui voudra le recruter pour l'année prochaine, mais forcément, son affaire avec le tramadol, ça ne l'aide absolument pas. On a d'autres coureurs, Mads Mikkels. Alors là, tout simplement, un coureur qui est en forte progression, coureur qui a été 3e des derniers championnats d'Europe, une petite pointe de vitesse du côté du sprint, Mads Mikkels, mais Intermarché a peut-être pas forcément de place pour lui. On va pas se mentir. Quelles équipes pourraient être intéressées? Est-ce que on le prend comme un lanceur sur des épreuves? C'est un mec qui est peut-être un peu léger pour le moment pour le World Tour, mais encore une fois, la deuxième division pourrait être intéressée par un coureur comme lui. Des formations de World Tour un peu mal classées, je pense à Cofidis, Mads Mikkels, ça pourrait être intéressant. Même s'ils ont déjà Frétin et Brian Cocard, ça peut être une carte en plus dans ce domaine-là. Intermarché, là aussi, moi je pense qu'il ferait mieux d'essayer de le conserver. Mais là aussi, ils ont Garben Tyson et Binyam Girmay. Alors après, je ne sais pas, Jaïko Alula. Mais bon,
Caleb Ewan, on ne sait pas trop ce que ça donne pour le moment. Astana, ils ont Canter, ils ont un peu de monde quand même, Astana aussi, du côté du sprint. Mais bon, ils n'ont pas réussi à attirer Caden Groves. Alors est-ce que Maddie Mikkel, ça pourrait les intéresser? Après, je ne sais pas s'il y a encore de la place dans l'équipe pour l'année prochaine. Mais c'est vrai que Maddie Mikkel, il a montré des bonnes choses sur sa deuxième partie de saison au niveau du sprint. Voilà, le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément énormément de place. Alors après Maddie Mikkel, je pense qu'en deuxième division, il y aura de l'intérêt pour lui, pour le coureur estonien. Je serais surpris s'il redescendait en continental. Mais pour le moment, en World Tour, personne n'a l'air véritablement de se lancer sur lui. C'est avec 2 ans et demi chez Intermarché, il a vraiment bien performé sur cette dernière saison. Donc c'est un coureur qui a un progrès. Après, il a commencé très jeune, il a seulement 21 ans, donc je pense qu'il y a un intérêt. Gaviria, c'est le premier coureur compliqué, Gaviria. Il y a lui et Viviani qui sont un peu dans la même situation, ou Quintana aussi. On est sur des coureurs qui ont eu un passé glorieux. Voilà. Mais c'est un passé glorieux. C'est-à-dire que Gaviria, aujourd'hui, son passage chez Movistar, on a vu que c'est un mec qui a du mal à faire mieux que 6e, 7e sur des sprints de grand tour. Et encore, s'il n'y a pas forcément la plus grosse opposition du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Gaviria, pour rentrer dans le top 5 d'une course, c'est difficile. C'est un coureur, Gaviria, si on regarde, rapidement. Cette année, sur le Tour de France, il prend 2 podiums, à Turin et à Dijon. Mais à Turin, il passe vraiment pas loin de la victoire, mais c'est un coureur qui a tendance à lancer trop tôt. Il abandonne assez vite parce que ça fait quand même partie des sprinteurs qui ont du mal à passer les bosses. Sur le Giro, ça a été plus compliqué pour lui, mais à la régulière, il a quand même du mal à rentrer dans le top 10. 715 points UCI, ce qui n'est pas exceptionnel. Et surtout, il n'a pas gagné depuis quelques temps, Gaviria, pardon. Tour de Colombie cette année en 2024, et sinon il fallait remonter au Tour de Romandie. Mais des grosses victoires pour le moment, il n'y en a plus beaucoup. C'est-à-dire la dernière victoire sur un grand tour, il faut remonter au Giro 2019, qui est sa dernière très grande victoire. Après il y a le Tour de Pologne. C'est vrai que je crois que l'année 2021, il y avait du monde sur le Tour de Pologne. Voilà, et le Tour de Romandie, on sait très bien qu'en Romandie, il n'y a pas forcément une grosse opposition, et ça fait depuis quelques temps qu'il n'a pas forcément énormément gagné. Alors certes, à une époque, il était chez UAE plutôt dans un rôle d'équipier. C'est vrai que ses périodes de domination étaient plutôt chez Quick-Step. Sa première année chez UAE était très bonne. Puis après, il y a la Covid qui est passée par là, ça a été un petit peu plus compliqué. C'est vrai qu'il fait partie de ceux qui se sont pris, je crois, 1 ou 2 fois la Covid en 2020. En tout cas, une époque où on soignait peut-être pas aussi bien la Covid. Et il a peut-être eu du mal à gérer ça. Ces 2 années chez Movistar, c'était pas exceptionnel. Donc maintenant, c'est un coureur quand même qui a... Soit il fait un effort au niveau financier parce que il considère que ses années de gloire sont derrière lui. Après, Gaviria, il a besoin d'un train. Qui peut lui apporter ce train-là? Aujourd'hui, il n'y a pas forcément 150 formations. Il n'y a pas 150 places aujourd'hui encore de disponibles. En deuxième division, Gaviria, je me dis que oui, il y a des équipes qui pourraient être très intéressées par lui en deuxième division. Notamment une équipe comme Cara Rural, mais une équipe comme Karen Pharma pourrait être intéressée, pourquoi pas. Après, c'est une question d'argent pour ces formations-là, et on est typiquement dans le coureur qui a eu une gloire passée, mais qui n'a pas eu de résultat depuis quelques temps. Et ça inquiète un petit peu pour investir sur lui. On a plusieurs coureurs qui sont dans ce type-là, où on se dit, on va peut-être pas miser sur eux. Chris Harper, alors là c'est un peu une surprise pour moi. Chris Harper, parce que cette année, je trouve que il fait quand même un bon Tour des Alpes. La première partie de saison est vraiment bonne du côté de Chris Harper.
Et puis à sa chute autour des Alpes, et ensuite, bah, il y a eu un avant et un après cette chute, quoi, hein. Après, derrière, les résultats ont été beaucoup moins bons. Je suis assez surpris quand même que Jayco n'aille pas sur lui, parce qu'il aura un petit peu sauvé les miches sur la première partie de saison, où Jayco n'avait pas forcément beaucoup de résultats, mais c'est vrai que si on regarde bien, bah, ça se concentre quand même sur les 4 premiers mois de l'année. Derrière, ça a été plus compliqué, mais je trouve qu'il a, sur cette première partie de saison où Dunbar était un peu aux fraises, où il était tout le temps en abandon, et où Simon Yates n'était pas exceptionnel, je trouve qu'il a un peu pallié à ce deux leaders-là qui n'étaient pas au top. Après, c'est vrai que sur la deuxième partie de saison, ça a été beaucoup plus compliqué, ce qui fait peut-être peur à des équipes. Je me dis quand même, Chris Harper, ce qu'il a montré, il peut le refaire. Ça peut être un très bon équipier aussi. Et puis, pour une équipe, par exemple, comme actuellement la Cofidis, je me dis, c'est peut-être le coureur idéal pour la Cofidis. Pour une équipe comme ça, qui n'a pas forcément des grands grimpeurs, un Chris Harper qui est au top de sa carrière. Alors oui, c'est pas un mec qui va forcément faire mieux que 9 ou 10 d'un grand tour. 9 ou 10 d'un grand tour, c'est déjà des points UCI. Encore une fois, beaucoup d'équipes voudraient ces points-là UCI, mais si Jayco veut pas le recruter, bah, je me dis, putain, un Cofidis, je me dis même une équipe comme la Tudor pourrait être intéressée par ce coureur-là. Après, la question est de savoir, c'est est-ce qu'il ne demande pas trop cher? Parce que comme il sait qu'il a eu des résultats en première partie de saison, il se dit, bah, je veux peut-être un statut de leader intouchable, ou je veux peut-être un très très bon salaire, et que bah, on se dit, oui, certes, tu as fait 2-3 mois de bonne facture, mais derrière, bon, depuis le Tour des Alpes, tu as eu une chute. Est-ce que tu es en capacité de revenir à ce niveau-là? Ça, c'est la grande question, surtout que les années précédentes, bon, n'étaient pas mauvaises, hein, mais là, c'est vrai qu'il y avait eu un vrai gap, il y avait eu une vraie évolution. Donc ça, c'est la question qui peut peut-être se poser dans certaines formations. Après, c'est un coureur qui a toujours passé sa carrière plutôt en tant qu'équipier, hein, chez Jumbo, chez Jayco. Il veut peut-être un statut de leader, mais il n'y a peut-être pas de la place pour le moment dans les effectifs. Je trouve que ça serait dommageable que ce coureur-là ne reste pas aussi en World Tour. Chimolai, il n'est pas en retraite, Chimolai? Non, enfin il n'est pas marqué comme coureur à la retraite. Ouais, là aussi un Chimolai. Israël, il avait été bon chez Israël. Je me souviens, chez Israël, notamment un Giro, il fait deuxième du classement des meilleurs jeunes. Des meilleurs jeunes, pas du tout, du maillot vert. Enfin, du maillot de meilleur sprinter. Chez Groupama, bah, il avait été très bon en poisson pilote d'Arnaud Démare. Chez Israël, il avait retrouvé un statut de leader. Ça s'était bien passé la première année. Ensuite, ça avait été plus compliqué. Et là aussi, c'est un problème. Parce que ça fait depuis 4-5 ans que les résultats ne sont pas forcément là. C'est aussi un coureur, là on rentre dans une catégorie de coureurs plus de 35 ans. Et forcément ça inquiète, parce que tu mises pas forcément sur l'avenir avec un Chimolai. Après, tout dépend. S'il veut être poisson pilote, Chimolai, on sait qu'il avait fait le job avec Arnaud Démare. Il avait fait très bien le travail. Je pense qu'il est encore en capacité de le faire. Mais c'est aussi un coureur où on se dit, bon, est-ce qu'on va miser véritablement sur lui? Alors, pour encadrer des jeunes, ça peut être un coureur intéressant, mais là, ça veut dire qu'on va plutôt sur un rôle dans une équipe de deuxième division, pas forcément en première division. Après, certains coureurs ne veulent pas forcément, parce que lui, il a passé toute sa carrière en World Tour. C'est que quasiment, à part chez Israël en 2019, et c'était qu'une saison, au final, où il est resté en deuxième division. C'est un coureur qui, je pense, qu'il a encore des choses intéressantes à faire, Chimolai. Plus en tant que sprinter numéro 1, me semble-t-il, mais en tant que poisson pilote et même dans une équipe de deuxième division, je me dis que Chimolai peut être un coureur intéressant. Vous voyez, bon, il y a quand même quelques résultats cette saison, hein, mais c'est sur des courses qui ne sont pas au niveau World Tour, forcément. Donc on verra ce que ça donnera pour lui. On descend, Valgren, Cepeda. Alors Valgren, c'est compliqué, hein, parce qu'il a 32. Il est revenu d'une grosse chute,
C'est vrai que bon, voilà, c'était un coureur qui était hyper performant et puis il y a eu une chute en 2022 voilà, qui lui coûte extrêmement cher. En 2023, il est dans l'équipe de développement. En 2024, il fait une année qui est pas suffisante pour moi. Je pense que c'est quand même un coureur qui doit avoir un petit salaire. On l'a vu dans des échappées sur le Giro, mais EF, je pense, veut d'autres coureurs que ce profil-là. Mais après, encore une fois, hein, une équipe comme Intermarché pourrait être intéressée, Cotidis pourrait être intéressée, Astana aussi, parce que c'est un coureur qui peut vraiment rouler dans un train également. Moi je pense qu'il a encore envie de faire du cyclisme, qu'il est encore motivé, Valgren. Cepeda, j'ai pas grand souvenir de sa saison à Cepeda, sa saison 2024. Ouais, vainqueur du Tour de l'Ain. Voilà. C'est à peu près son seul fait d'armes là, quand vous le voyez. Cepeda, bon, il est surtout voilà, connu pour son Giro 2023. C'est vrai qu'en dehors de ce Giro 2023, pour le moment, c'est pas forcément un coureur qui a eu un gros palmarès. Je pense que c'est pas suffisant aujourd'hui pour une équipe World Tour. Mais en deuxième division, une équipe comme la Bardiani, une équipe comme la Coratec, une équipe comme voilà, beaucoup d'équipes de deuxième division pourraient être intéressées par l'équatorien, qui est le cousin, je rappelle, du coureur de la Cara Rural. Peut-être aller à la Cara Rural avec son cousin. Je pense que oui, il y a beaucoup d'équipes qui pourraient être intéressées en deuxième division, mais je pense que le niveau est un petit peu trop élevé pour lui pour le moment, pour du World Tour. Et puis c'est un profil baroudeur, c'est pas forcément le profil le plus recherché aujourd'hui au niveau World Tour, hein. On veut des équipiers, on veut des leaders. Les baroudeurs, c'est pas forcément ce qu'on souhaite. C'est pas forcément le profil de coureur qui intéresse le plus. C'est peut-être le profil, enfin le problème d'un Cepeda. On retrouve ensuite de Ben Svioff. Bon, Quintana, un petit peu le même principe que Gaviria, hein, c'est-à-dire coureur qui a eu une gloire passée et en plus l'aspect dopage aussi comme Baudin, donc il cumule quand même deux gros problèmes. Stan Van Triche qu'on a vu vainqueur en cette fin de saison en costaud sur la Coppa Bernocchi, hein, après avoir pris l'échappée. Il a eu quelques résultats sur cette fin de saison. Après, est-ce que c'est suffisant pour rester en World Tour? C'est un coureur qui avait qu'un contrat d'1 an, Chalpecin. Mais je trouve qu'il a quand même fait des choses dans cette toute dernière partie de saison, mais il a peut-être un peu trop attendu avant d'avoir des résultats. Et ça va peut-être le pénaliser, Stade Van Triche. Donc on verra pour le coureur belge. On voit Battistella, ça c'est un peu surprenant. Le coureur italien, talentueux. D'Astana qui pour l'instant n'a pas de contrat. Bon, on verrait, pour le moment Sharka n'a pas montré grand chose. Ivan Sosa, c'est calme, hein. Ivan Sosa, c'est un coureur qui, on dit tout le temps, c'est un coureur talentueux, c'est un coureur talentueux, c'est un coureur talentueux, mais son passage chez Movistar n'a pas été remarquable plus que ça, à part il y a eu un Giro où il avait été bon, lui, où il avait pris beaucoup d'échappées, mais on sait que c'est un coureur qui ne fera pas leader du général. Voilà, parce que c'est un coureur en plus qui a tendance à pas mal tomber, Ivan Sosa. Mais on sait que c'est un coureur qui ne jouera pas le général des grandes courses. Il peut être là en tant qu'équipier. Ça peut être un équipier vraiment de qualité. Mais en tant que leader sur un grand tour, non. C'est trop insuffisant pour le moment. Chez Ineos, il était vraiment bon, très bon. Et il n'a pas réussi à passer un cap après Ineos. C'est un peu comme comment il s'appelle comme le coureur de la Bora, Higuita. C'est un peu le même problème qu'Higuita pour moi. C'est-à-dire que c'est des coureurs qui ont été performants très jeunes qui depuis ont un petit peu du mal à confirmer. Ivan Sosa, voilà, il a fait Androni Ineos, donc comme Egan Bernal, mais il n'y a pas eu forcément autant de bons résultats chez Ineos. Surtout sa deuxième et sa troisième saison chez Ineos. Donc c'est pas suffisant, je pense, pour le moment. Et chez Movistar, ouais, on s'attendait à un retour au haut niveau. Ça n'a pas forcément été le cas.
Bon, Chavez, coureur beaucoup trop irrégulier, 34 ans Chavez, hein. Donc là on commence aussi à être sur des âges qui font peur pour les équipes. Rui Costa, 38 ans, plus proche de la fin de carrière que du début. Alors déjà cette année il a été recruté assez tardivement par l'AEF. J'ai peur qu'il faille encore attendre pour Rui Costa, mais son année est bien moins bonne qu'en 2023, où chez Intermarché il y avait vraiment eu des très très bons résultats. 2024 il a été plus en difficulté chez EF cette saison. Et puis on redescend. Axel Mario, Matteo Sobrero aussi du côté de la Bora, bon équipier, mais qui n'a pas beaucoup de points au niveau UCI. Donc c'est un petit peu le problème pour le coureur italien. Bon, on sait que c'est un très bon équipier. Il peut être intéressant pour lui, pour une équipe de sprinters, parce que je pense que ça peut être un coureur un peu qui peut faire le job à la team de Clerc, Sobrero. Mais vraiment un équipier modèle pour moi, le coureur italien, qui est très important dans le train de la Bora, mais on a peut-être trouvé mieux. Viviani, même problème que Gaviria, que Quintana, on est sur des gloires passées. Viviani, ça fait quand même depuis de nombreuses saisons, hein, notamment depuis qu'il est chez Cofidis, qu'il a été chez Cofidis, qu'il a un petit peu du mal. Bon, Larry Barbès, là aussi on est sur un coureur qui a 34 ans, Decathlon n'a pas forcément de place pour lui. On sait que c'est un coureur qui avait réussi à sauver un petit peu sa tête après Aqua Blue Sport, parce qu'il avait... c'était Romain Bardet qui avait permis un petit peu son recrutement. Il avait envoyé un message sur les réseaux sociaux à Romain Bardet qui avait décidé de le faire recruter par la Decathlon, enfin par la G2R. Il a fait des bonnes choses chez la G2R en tant qu'équipier, mais je pense que la G2R veut passer un cap. Je pense qu'il n'est pas suffisamment bon pour aider à G2R, et puis surtout c'est un équipier qui pense beaucoup à ses coéquipiers, peut-être pas assez à lui au niveau des résultats, et au bout d'un moment ça se paye, et ça se paye par la non-reconduction d'un contrat. Parfois David Decker aussi, autant l'année 2023 il y avait eu ses résultats sur le sur le Giro, mais c'est vrai que c'est pas suffisant pour David Decker. Là, on est sur un profil un petit peu différent. Très bon chez les espoirs. On pensait vraiment que ça allait être un super coureur quand il était chez Visma. Et puis ça n'a pas réussi véritablement à confirmer. Arkea, je ne suis pas sûr qu'ils aient l'argent pour le garder. Donc après, il faut voir une autre équipe pour lancer des sprinters. Mais en tant que sprinter numéro 1, David Decker, c'est pas suffisant. Ben Hermans, je pense que là, il faut prendre sa retraite au bout d'un moment du côté de Ben Hermans. Santiago Umba, jeune coureur, mais qui est colombien, qui est chez Astana, grimpeur, qui n'a pas encore suffisamment montré de choses. Voilà, tout simplement. Donc, Ben Hermans, il n'a pas encore annoncé sa retraite, hein. Le coureur belge. Je pense qu'à un moment, il faut savoir prendre sa retraite. Santiago Umba, prometteur, mais c'est encore un espoir. Et je suis pas sûr que l'année prochaine, il soit encore suffisamment prêt pour obtenir des résultats peut-être encore un petit peu trop tendres. Jesus David Peña, là aussi, c'est un peu une surprise. Je m'attendais à ce que Jayco le prolonge. C'est un coureur qui a 24 ans, il avait fait une bonne année 2023, mais 2024 a été un peu moins bien, 15e du Tour d'Autriche. Ça n'a pas été exceptionnel pour le grimpeur colombien, puisque son année 2023 avait été vraiment bonne. Il faisait partie des coureurs qu'on avait un petit peu eu, qui faisait partie des petites révélations quand même de cette année 2000. Voilà, je me souviens, c'était le Tour de Slovénie, où il avait été bon. Donc il n'a pas vraiment confirmé sur cette année 2024. C'est aussi un coureur qui avait assez peu couru sur l'année 2023, et au bout d'un moment ça s'est peut-être ressenti sur l'année 2024. Il avait fini super tard l'année, hein, parce qu'il avait couru au Taïwan comme King of the Mountain Challenge, donc cette épreuve où c'est une côte qui dure 80 bornes, c'est ça? Je ne sais plus combien elle dure la montée, mais c'est assez affolant. Qui est un contre-la-montre. Et il finit deuxième derrière Benjamin Dimbol sur cette épreuve.
On redescend. Bon, Arashiro, il prend sa retraite. Taco van der Horn, voilà, blessé pendant très longtemps, mais je trouve qu'il a bien fini l'année. Donc, ouais, moi je trouverais ça un peu mesquin de la part d'Intermarché de ne pas le poursuivre, de ne pas poursuivre sa carrière. Bon, Harrison Wood, c'est pas forcément très marquant. Stéphane de Bod, pas suffisamment marquant. Pour ces coureurs-là, je vois bon, Radjovic trop léger du côté de la Bahreïn Victorious. Je pense que c'est un coureur qui doit redescendre en deuxième division. Lucas Ovzian, tiens, voilà, le Polonais, équipier, mais là aussi pas suffisamment marquant. Bon, Rémi Cavagna, aussi en fin de contrat. Bon, ça devrait être la Groupama. Piccolo, bon, il a décidé d'ouvrir un OnlyFans, Piccolo, donc entre le deal de produits dopants et OnlyFans, je pense qu'il a trouvé une nouvelle carrière en dehors du cyclisme. C'est dommage pour un coureur qui semblait très prometteur en 2022. Tusvel, pas suffisant. Masnada, là aussi, pas suffisamment marquant chez Quick-Step. Hein. C'est un équipier, mais on le voit assez peu au final. Masnada, il avait été très bon chez Androni, par exemple. Il n'a pas forcément réussi chez Quick-Step plus que ça. Quand il avait été recruté, je m'étais dit « Oh, tiens, Quick-Step, c'est pas mal en 2020 ». Quand il était parti de la CCC, où tout le monde commençait à partir de cette formation-là. Il avait fait un bon Giro en 2020, mais les résultats sont plutôt décroissants depuis quelques temps. Donc là aussi, ça pourrait être intéressant pour une équipe de deuxième division de le recruter, Masnada, parce que c'est un coureur qui peut être pas mal. Bon, Goujard, il venait chez les amateurs, Goujard. Pas suffisamment de résultats. Il n'est pas arrivé dans la meilleure équipe au meilleur moment. C'est-à-dire qu'aller chez Cofidis cette année, c'était difficile. Ouais, il paye ça, hein, je pense, il paye l'ambiance. Bon, on l'a vu quelques fois en échappée, mais au final, il a couru que 49 jours. Alors, il a fait beaucoup de travail sur le vélo look. Est-ce que ça sera suffisant pour le conserver? J'ai pas l'impression du côté de la Cofidis. Et puis on a Kenny Ellison, qui n'a pas montré grand chose. Marc Sarro, il devait être poisson pilote de Paul Penwet, mais sauf que la blessure de Paul Penwet a un petit peu changé les plans. Et en termes de résultats pour le moment, c'est du même niveau que les années précédentes chez AG2R. Donc pas grandiose pour le versionner, donc je suis pas sûr que ça suffise. Et puis Kenny Ellison, là aussi, la gloire qui n'arrive pas à retrouver son talent. On est là-dedans avec une année très mauvaise, seulement 46 jours de course pour lui et une situation du côté de la Cofidis qui n'était pas facile du tout pour ce coureur. Et puis Esman, lui il paye l'affaire de dopage, forcément. Verf, retraite, voilà pour certains coureurs. Christophe Nopeux, ouais, là aussi pas de grands résultats chez Cofidis. Sur les 2 dernières saisons, beaucoup trop calme, seulement 38 jours de course, là aussi, fait partie des coureurs qui ont très très peu roulé en course sur cette saison, quasiment 4 mois de pause entre l'Amstel et la course en Belgique au mois d'août, donc c'est pas forcément pour l'aider. Et puis 29-30 ans, donc on attend des résultats quand on est à cet âge-là. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao ciao!